2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, je suis Antoine Boyer, vous écoutez 2020, le podcast Made in America de l'AFP. Comme chaque semaine, on plonge ensemble dans le grand bain de cette présidentielle américaine. Au menu de ce deuxième épisode, je m'intéresse à un homme, blond, âgé de 73 ans, qui mesure 1m90. By the way, that is a lot of fake news back there. That's a lot. That's a lot. Donald Trump n'est pas très populaire dans le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis mon arrivée aux États-Unis, qui coïncide avec celle de Donald Trump à la Maison-Blanche, j'entends souvent ce genre de réflexion quand je rentre à Paris. « Oh, Trump, c'est un malade, il fait n'importe quoi ». Mais ici, le président américain n'a pas encore dit son dernier mot. Selon un sondage de référence, le républicain n'a jamais été aussi populaire à 10 mois de l'élection présidentielle. Alors dans cet épisode, je vous raconte pourquoi Donald Trump a bel et bien une chance de rester président. We will indeed keep America great. Nous allons en effet préserver la grandeur de l'Amérique. Oh, nous allons la maintenir grande, plus grande que jamais. We're going to keep it better than ever before. And that is why tonight Et c'est pourquoi ce soir, je me tiens devant vous pour officiellement lancer ma campagne pour un second mandat de président des États-Unis. President of the United States. C'était Donald Trump lors du lancement de sa campagne 2020 l'année dernière. Son slogan « Keep America Great », préserver la grandeur de l'Amérique, un clin d'œil bien sûr à son fameux « Make America Great Again ». En 2020, le président candidat peut compter sur une machine de guerre bien huilée, son équipe de campagne et ses forces sur le terrain. Dans l'Iowa, j'ai rencontré Kimberly Davis, une démocrate. La jeune femme vient d'achever sa journée de porte-à-porte et elle dresse un constat, les pro-Trump occupent l'espace. Déjà, sur le terrain dans le comté de Washington, j'ai vu des partisans de Trump et des bénévoles qui font du porte-à-porte. Il envoie déjà des gens au nom de sa campagne. Brad Parscale, le chef de campagne de Donald Trump, n'a rien caché de l'organisation millimétrée de ses équipes. Il était dans l'Iowa avec la famille du président américain début février pour faire de l'ombre aux démocrates en campagne. Beaucoup de gens demandent pourquoi nous sommes là, car c'est le premier test de notre armée de bénévoles sur le terrain. J'espère que cela va être la plus grande armée que le Parti républicain n'ait jamais vue, que ce pays n'ait jamais eue. Arrêtons-nous un instant sur ce que dit Brad Parscale. Ce quadragénaire qui mesure plus de 2 mètres et partage la même passion pour Twitter que son patron, espère lever une armée de bénévoles pour faire du porte-à-porte, organiser des fêtes de quartier ou porter la parole de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Pour la campagne 2020, Brad Parscale a évoqué sur CBS le chiffre de 1,6 million de volontaires. C'est 2 fois plus de personnes qu'en 2016. On entre dans une nouvelle dimension avec un objectif simple, faire réélire Donald Trump. $200 million cash on hand. Guys, since inception, we've raised $465 million. Celui que vous venez d'entendre, c'est Eric Trump. Le deuxième fils du président républicain se félicite des centaines de millions de dollars déjà récoltés. En tout, le chef de campagne du président Trump, Brad Parscale, anticipe, lui, une élection 2020 à 1 milliard de dollars côté républicain. Une somme vertigineuse. En France, un candidat au deuxième tour d'une élection présidentielle est autorisé à dépenser environ 22 millions d'euros, remboursés par l'État à près de 50%. J'ai rejoint Jérôme Cartillier, le correspondant de l'AFP à la Maison-Blanche. On se trouve au square Lafayette, juste en face de la White House à Washington. Bonjour Jérôme. Bonjour Antoine. Tu suis de près la présidence Trump et la campagne 2020. Quelle différence observes-tu entre la campagne Make America Great Again de 2016 et la campagne Keep America Great de 2020 ? En 2020, on est sur quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé. Il y a beaucoup plus d'argent, de structure en place. Et en même temps, Donald Trump reste le même. C'est-à-dire qu'il a la même énergie, on peut dire. Il n'en a pas beaucoup perdu au fil de ces 3 années au pouvoir. Il a surtout le même goût pour le même goût pour la campagne, le même goût pour les estrades de campagne. Cette atmosphère de 2016, on la retrouve en 2020. Tu parlais de sa campagne hyper structurée, hyper organisée. Est-ce que cette
organisation millimétrée, elle peut lui assurer une réélection? C'est pas certain. C'est important, bien sûr, d'avoir une structure en place. Et en même temps, le succès de Donald Trump, il s'est construit sur l'homme et que sur l'homme. C'est-à-dire cette capacité à soulever les foules, cette énergie qu'il met sur scène. Il faut se rappeler quand même que les strates de campagne, c'est vraiment son terrain de jeu. C'est là où Donald Trump est le mieux. C'est toujours frappant quand on accompagne Donald Trump sur un meeting de campagne et qu'on quitte la base militaire d'Andrews, dans la banlieue de Washington, d'où Air Force One décolle, et qu'on arrive dans une enceinte, dans un meeting de campagne, que ce soit en Floride, dans le Wisconsin ou ailleurs, on sent immédiatement à quel point la scène lui donne de la force, en quelque sorte. In fine, une campagne de Donald Trump, c'est d'abord ça, c'est d'abord lui. Et donc, bien sûr, la logistique compte, bien sûr, le financement est important, mais je ne pense pas que ce sera le facteur déterminant pour lui. Et alors justement, tu parles de ces meetings. Quelle est la différence entre le Donald Trump de 2016 en meeting et le Donald Trump de fin 2019-2020? Il est assez similaire, en tout cas dans le ton, dans les outrances, dans les provocations. Il a recours au même style de ressort, incontestablement. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'il fait en permanence référence à 2016 lorsqu'il évoque le scrutin du 3 novembre à venir. C'est-à-dire que c'est pour lui la référence ultime, d'abord parce que évidemment, il y avait une victoire au bout. Donc il raconte souvent la fameuse soirée où sa victoire a été annoncée. Mais au-delà de ça, il aime ressasser, il aime revenir sur cette victoire-là. Donc encore une fois, le ton, l'humour, les provocations, le jeu avec la foule, on retrouve vraiment les mêmes ingrédients. Hello, Toledo. We love Toledo. Bonjour Toledo, on adore Toledo. You remember I was here a lot. You remember 2016. Vous vous souvenez, j'étais là souvent. Vous vous souvenez, 2016, quelle année c'était, pas vrai? Et 2020 va être encore meilleur. Donna Baldwin a 59 ans, je l'ai rencontrée dans l'Ohio et est à Clay qui a voté républicain en 2016 et a permis aux magnats de l'immobilier de l'emporter. Donna a toujours été démocrate, mais elle a voté Trump en 2016 et compte, pour l'instant, faire pareil en novembre. Donna m'explique ici qu'elle s'est rendue récemment à un meeting de Trump à Toledo dans l'Ohio. Incroyable de voir combien de gens étaient là-bas, me confie-t-elle, pensant que cela n'aurait pas été pareil la dernière fois. Have you been to Trump rally in 2016 or was it your first one here? This is the first one. Je lui demande si elle était déjà allée à un meeting en 2016 ou si c'était son premier. Le premier, me répond-elle. Pourquoi se rendre à un meeting de Trump? Because I think a lot of the news media is biased. Car beaucoup de médias sont biaisés et penchent d'un côté ou de l'autre, estime Donna. Elle raconte être allée à ce meeting de Donald Trump et d'avoir entendu des choses aux informations différentes de ce qu'elle avait elle-même entendu. Ils ont sorti ces choses de leur contexte, peste cet agent immobilier. Et puis c'était sympa de voir le président de si près et le vice-président. Immigration, renégociation des accords internationaux, Amérique d'abord, les thèmes de Donald Trump plaisent à ses électeurs et ils ont moins peur de s'afficher, affirme Carl Kistner, propriétaire d'un restaurant dans la petite ville de Defiance, dans l'Ohio. Pour moi, la plus grande différence, c'est que cette fois-ci, les gens disent ouvertement qu'ils sont pour Trump, alors qu'en 2016, on vous regardait de travers. On pouvait aller dans l'isoloir et voter Trump, mais on ne le disait à personne. Now you may go into that voting booth and click Trump, but you didn't tell anybody. Pour espérer se faire réélire, le président américain joue la carte de la famille. Voici Donald Trump Jr., son fils aîné. Aujourd'hui, nous avons une véritable équipe. Aujourd'hui, nous avons des résultats. En 2016, mon père a dit « Votez pour moi, qu'avez-vous à perdre ?» Et il avait raison. Il faut se rappeler que c'est quelqu'un de très seul, Donald Trump. C'est très frappant quand on le côtoie toute la journée à la Maison-Blanche. Quelqu'un qui est seul, qui n'a pas de garde rapprochée, qui n'a pas de cercle de fidèles, on peut dire, ce qu'avaient la plupart de ses prédécesseurs. Il y a une exception, c'est sa famille proche. Ça ne fait pas beaucoup de monde, hein, mais pour être plus précis, à sa fille, Ivanka Trump, son gendre, Jared Kushner, tous les deux conseillers, donc tous les deux présents à la Maison-Blanche, physiquement présents à la Maison-Blanche, et très, très souvent présents lors des événements publics, des conférences de presse, etc. Et puis Donald Jr., un de ses fils qui est très investi, non pas à la Maison-Blanche, mais un peu comme
on va dire, un porte-parole, un Donald Trump en plus jeune et en plus outrancier. Et puis il y a sa femme Melania, qui reste même après 3 ans installée ici sur Pennsylvania Avenue un peu un mystère, mais il y a des indices qui font dire qu'elle pourrait s'impliquer un peu plus. En 2016, elle était vraiment en retrait pendant la campagne. Là, on sait déjà qu'elle doit participer à des levées de fonds dans les semaines qui viennent en Floride et en Californie. Le candidat Trump peut donc compter sur son équipe de campagne, ses supporters et sa famille. Et le président Trump, lui, martèle la bonne santé de l'économie américaine. Il y a 3 ans, nous avons lancé le grand retour américain. Ce soir, je me tiens devant vous pour partager d'incroyables résultats. Les emplois sont en plein essor, les revenus s'envolent. Économiquement, Donald Trump surfe sur une belle vague. Or, aux États-Unis, pour les présidents, quand l'économie va, tout va. Depuis 1992, seul le républicain George Bush père n'a pas été réélu et la récession du début des années 90 explique en partie sa défaite. Alors quand Donald Trump prononce son discours sur l'état de l'Union début février, il vante des emplois en plein essor et des revenus qui s'envolent. Certes, les créations d'emplois sont en hausse et les revenus des ménages augmentent un peu, mais dans son usage de la langue, le président américain exagère. Retour devant la Maison-Blanche où j'ai demandé à Jérôme Cartillier s'il pensait que la situation économique des États-Unis pouvait assurer la réélection de Donald Trump. N'importe quel autre président, ou en tout cas dans une présidence moins extravagante à tous égards, arriver au moment de la réélection avec des chiffres pareils serait un atout absolument colossal. Simplement, cette présidence ne ressemble à aucune autre. Les indicateurs sont bons. Ils ne sont pas aussi bons que ce qu'espérait Donald Trump, notamment en termes de chiffres de croissance. On n'est pas dans les chiffres annoncés en campagne, malgré ce qu'il répète. Mais les indicateurs sont bons. C'est évidemment un moteur clé pour être réélu pour un président américain. Ce que vous entendez scander 4 more years, ce qui veut dire 4 ans de plus avec Donald Trump, ce sont les élus républicains du Congrès. Le parti est uni derrière le président américain. Oui, c'est assez clair. S'il y a un enseignement qu'on peut tirer de la procédure en destitution dont il vient de sortir, acquitté, c'est difficile de tirer d'enseignements politiques. On va voir quel impact ça aura sur les Américains. Mais une chose est certaine, c'est qu'il dispose d'un parti républicain aux ordres, à l'exception notable du sénateur de l'Utah, Mitt Romney. Tout le monde a le doigt sur la couture du pantalon et est derrière lui. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au début de la procédure en destitution, il y a eu des flottements. On sentait que ça pouvait partir dans un sens ou dans un autre. Et on sentait une inquiétude chez Donald Trump aussi. Il a envoyé des messages très clairs, des messages à la tonalité menaçante sur le thème vous êtes avec moi ou contre moi, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça a plutôt fonctionné, ça a même bien fonctionné. Donc aujourd'hui, oui, il arrive en campagne et à l'approche de cette échéance importante de novembre avec un parti aux ordres. Avant l'acquittement de Donald Trump au Sénat, j'avais demandé à Terry McGill, 67 ans, habitant de Pittsburgh en Pennsylvanie et supporter du locataire de la Maison-Blanche, s'il pensait que l'impeachment allait finalement aider le président américain. Do you think impeachment is going to help Trump at the end of the day? Je ne sais pas si cela va l'aider tant que ça. En ce qui me concerne, cela a absolument renforcé mon opinion de lui et mes sentiments antidémocrates. Ce sont les démocrates qui ont commencé. Il y avait déjà une division et ils ont divisé davantage le pays. Nous sommes polarisés encore plus que nous étions polarisés auparavant. Donald Trump n'a jamais dépassé les 50% d'opinion favorable dans les sondages depuis son entrée à la Maison-Blanche, contrairement à un nombre de ses prédécesseurs. Mais il a gagné 10 points entre octobre 2019 et janvier 2020 en pleine procédure de destitution, selon l'Institut Gallup. Il est à 49% d'opinion favorable, 94% chez les sympathisants républicains. C'était 2020, un podcast de l'AFP Made in America. J'espère que vous avez passé un bon moment. Un grand merci à toutes nos équipes à Washington et à Paris qui nous aident à le réaliser. Pour ne rien rater de cette aventure présidentielle, une seule chose à faire, abonnez-vous à 2020 sur votre appli de podcast préféré. Retrouvez-nous aussi sur les comptes Twitter AFP USA et AFPFR. À vendredi prochain, américainement vôtre.